On retiendra que l'avenir est dans le cadavre. N'est-ce pas? Et sans plus attendre, on va passer à Jean-Baptiste Ducloyer de Nantes qui va nous parler des courbes d'apprentissage des internes de phase socle en ophtalmologie sur le simulateur de chirurgie de la cataracte IC avec la première fois avant la première fois chez le patient. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir, un grand honneur de vous présenter aujourd'hui nos travaux de recherche en simulation en chirurgie, dont l'objectif c'est bien d'améliorer la sécurité des soins dans l'apprentissage de la chirurgie de la cataracte. Incontestablement, la simulation en chirurgie est incontournable et très précieuse, mais ces modalités doivent répondre à des objectifs très précis et clairement énoncés. En effet, quand on veut améliorer la relation chirurgien-patient, on fait des consultations simulées. Quand on veut maîtriser l'anatomie, les voies d'abord chirurgicales, palpébrales, périoculaires, on va travailler au laboratoire d'anatomie, c'est certain. Lorsqu'on veut s'entraîner à la suture de la cornée, des conjonctifs, faire des chirurgies de glaucome, on fait des travaux pratiques avec des yeux artificiels, des yeux de cochon sous microscope. Par contre, quand on veut s'entraîner à la chirurgie de la cataracte, à la chirurgie de la rétine, ces modèles existent, mais ils ont une fidélité médiocre. Ils ne permettent pas de se préparer de façon pertinente à des situations de vie réelle qui, pour autant, présentent des risques pour les patients qui sont importants. Et c'est dans ce cadre-là que le simulateur en réalité virtuelle aura tout son rôle. Il ne vient pas remplacer les modalités existantes, il vient combler un besoin non couvert. Et ce besoin, il est important. Ce besoin, c'est 1 million de procédures par an en France de chirurgie de la cataracte. C'est 150 nouveaux internes à former par an. Et la morbidité, le marqueur de morbidité principal de la chirurgie de la cataracte, c'est la rupture capsulaire postérieure. Je me permets simplement de resituer qu'est-ce que c'est la rupture capsulaire postérieure. Le principe de la chirurgie de la cataracte, c'est d'ouvrir la capsule antérieure du cristallin, de vider le contenu opacifié et d'insérer un implant intracapsulaire transparent. Tout au long de la procédure, la capsule postérieure doit rester intègre, car toute communication, toute rupture de cette capsule postérieure peut entraîner une issue de vitrée vers l'avant de l'œil, rallonger la chirurgie, empêcher l'implantation d'un implant dans le sac capsulaire, euh, augmenter le risque d'inflammation, d'infection post-opératoire et induire des réinterventions secondaires et potentiellement induire des séquelles visuelles. Cette rupture capsulaire postérieure, qui est plus ou moins grave hein, selon les situations, c'est environ 1% des procédures pour des chirurgiens expérimentés. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est publié, qui est connu. Ce taux, il est plus important, nettement plus important, lorsque ce sont des internes qui opèrent. Donc, on doit tout faire pour modifier ce chiffre, pour le baisser. C'est un impératif. Le simulateur de chirurgie IC, fabriqué en Allemagne, est un outil très précieux pour cela, utilisé dans le monde entier depuis plusieurs années et qui bénéficie d'une littérature de plus en plus conséquente pour démontrer son intérêt. Je vous présente trois résultats majeurs qui présentent bien l'intérêt, mais il y en a d'autres. Tout d'abord, très simplement, la corrélation. Il existe une corrélation significative entre l'habileté sur ce simulateur avec celle en habileté réelle. S'entraîner sur le simulateur augmente ses habilités en vie réelle et intégrer dans la formation dans son centre le simulateur à la formation des internes va diminuer le taux de complications dans son centre. Je vous montre ici une vidéo du fabricant qui montre le système sur 1 minute. Donc, on a une plateforme vraiment qui reproduit très fidèlement l'installation au bloc opératoire. Le système des oculaires est très immersif. On utilise des pièces à main qu'on insère dans un œil artificiel. Et à l'intérieur des oculaires, on a une réalité virtuelle. On a un rappel écran sur le côté qui permet au formateur de suivre en direct ce qui se passe. Ici, je vous montre qu'on a des exercices basic skills. Donc, on commence par ça d'ailleurs, hein, c'est appréhender les manœuvres, la chirurgie en microscopie à l'intérieur d'un œil. Et ensuite, on va vers les étapes de la chirurgie de la cataracte. Ici, la phacoémulsification. Et là, la gestion de la complication de la rupture capsulaire postérieure avec l'issue de vitrée qu'on doit gérer de façon spécifique.
Donc on va aussi faire la formation à la gestion de crise d'événements rares. Une fois qu'on a dit ça, bah, il faut se procurer le simulateur qui est assez coûteux. À Nantes, pour se procurer ce simulateur, nous avons donc les professeurs, mon encadreur notamment, ont travaillé pendant de nombreuses années pour monter un dossier pour avoir un simulateur partagé entre différents centres de simulation. Et ça y est, nous avons eu il y a plusieurs années déjà, un simulateur partagé financé par les ARS Bretagne, Pays de la Loire et Centre Val de Loire et qui tourne tous les 6 mois entre les centres de simulation. Un programme pédagogique que nous avons monté, euh, l'application du programme qui était conseillé par le Collège des enseignants de façon assez arbitraire, 4 séances de 2 heures en phase socle, une autre séance par an ensuite. On a mis en place des programmes complémentaires adaptés pour les apprenants en difficulté et des séances spécifiques pour la chirurgie de la rétine, puisqu'il y a aussi un module chirurgie de la rétine dont je ne parle pas aujourd'hui. Je montre ici une vidéo cette fois chez nous avec un interne qui euh, ici donc on peut choisir son étape chirurgicale, modifier la difficulté, modifier un certain nombre de paramètres. Ensuite, on choisit avec les différents instruments qu'est-ce qu'on veut injecter, de l'air, de l'eau, du visqueux. On choisit sa pièce à main qu'on va introduire à l'intérieur de l'air artificiel. Le retour écran pour le formateur, il est extrêmement précieux. Avec ses pieds, il gère les pédales comme il le ferait au bloc opératoire. Et là, on voit, voilà, là, il insère du visqueux dans la chambre antérieure. C'est l'étape préliminaire avant de commencer le capsulorhexis, le début de l'intervention. Donc on voit, on a vraiment un retour haptique pas à l'intérieur de l'œil. De toute façon, on n'a pas de retour haptique à l'intérieur de l'œil normal, donc c'est pas un problème qu'on a, mais au moins du mouvement de l'œil lorsque on agit dessus. Voilà, ici, il commence son rexis. Alors, une fois qu'on a mis en place le programme de formation, moi j'ai eu la charge de mettre en place un programme de recherche à propos de l'utilisation de ce simulateur. Et donc, on a beaucoup réfléchi en équipe et on a voulu axer ce programme de recherche sur 2 questions qui nous semblaient réellement prioritaires. La première, c'est quel est le volume de formation nécessaire avant la chirurgie sur le patient. Et la deuxième, c'était est-ce que les privations de sommeil des internes, que ce soit pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles, de loisirs ou de parentalité, eh bien, est-ce que ces privations de sommeil influencent la sécurité des soins? On est vraiment dans le facteur humain en santé. Et ça, c'était dans le cadre de mon DU de simulation. J'ai rédigé un programme de recherche à 4 mains avec mon collègue, désormais MCU, le docteur Cana, MCU à Tours. Et on a monté un programme de recherche interrégional avec lequel on a répondu à un appel d'offres interrégional de simulation en santé au sein du réseau Hugo. Et donc, dans ce programme de recherche, il y a 2 axes de recherche. Et pour répondre à ces 2 questions, nous avons évalué la courbe d'apprentissage sur simulateur des apprenants avec le programme tel qu'on l'avait édicté, et aussi une étude avec une évaluation sur simulateur avant et après privation de sommeil. Nous avons donc, après l'obtention de l'accord d'un comité d'éthique, nous avons publié ce study protocole dans une revue internationale ophtalmologique et je vais vous présenter les résultats de l'axe 1 qui sont publiés également. Dans cet axe 1, nous avons réalisé cette formation avant la première fois chez le patient pour les 16 internes de phase socle des 4 CHU. Ils ont réalisé les 4 séances de formation comme prévu. Et avant la première étape et à la fin de chaque session de formation, ils réalisaient une chirurgie standard complète, composée de 5 étapes principales normales. Donc, ce n'était pas des étapes difficiles, c'était vraiment une chirurgie de cataracte standard. Chaque étape, le système donne une note sur 100. Et donc, nous avons recueilli comme critère principal le score pour chacune des étapes. Donc, 500 points pour une chirurgie complète, la durée de la procédure et l'odomètre, c'est la distance parcourue dans l'œil par les instruments en millimètres. Qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve ici, donc ce sont des médianes, hein, les résultats de chacun des 16 internes reproduits dans ces courbes. Sur le graphique de gauche, on constate avec grand plaisir que l'ensemble des scores des globaux des chirurgies augmente de façon très importante au cours des 4 séances. Donc 4 séances, ça semble
nécessaire, puisque même à la quatrième, il continue de s'améliorer et on observe un très bon score, une petite diminution des temps opératoires, une petite diminution des distances parcourues dans l'œil. On est satisfait. Après, ça devient plus intéressant quand on regarde étape par étape, parce que l'étape du capsulorhexie, je vous en ai parlé, cette première étape où on ouvre la capsule antérieure, très bon résultat également, très bonne élévation des scores, diminution de la dispersion des résultats. Même résultat pour l'irrigation-aspiration, très impressionnant, même dès la troisième étape, ils ont bien compris l'étape. C'est le fait de nettoyer les dernières petites masses au contact de la capsule postérieure. Par contre, là où ça devient plus intéressant, c'est quand on a observé les résultats de l'étape phacoémulsification, cette étape clé où on vient scinder le noyau cristallinien en plusieurs quartiers et les aspirer. Cette étape, elle est très pourvoyeuse de complications, de ruptures capsulaires, et cette étape n'est pas maîtrisée par nos internes après 4 séances de 2 heures de formation. Les scores sont certes meilleurs, mais très dispersés. On voit sur le deuxième graphique en gris clair les courbes de chaque interne, c'est très erratique. Les durées d'intervention ne diminuent pas, l'odomètre ne diminue pas. Cette étape n'est pas maîtrisée. Un autre résultat qui montre la même chose, c'est le taux de rupture capsulaire, notre événement marqueur en fait, hein, qui était, bah, voilà, sans surprise, proche de 100% à la première réalisation, qui, je rappelle, c'était avant toute formation sur le simulateur. C'était un événement assez traumatique pour les étudiants, mais c'était pour le bien de la science. On ne le refait pas dans le cadre de la pédagogie. Mais c'était un élément nécessaire pour montrer que le formateur, la simulation apportait un bienfait sur les résultats. Diminution linéaire du taux de rupture capsulaire tout au long de la formation. Et à la fin de la quatrième séance, on observait quand même 13% de taux de rupture, et qui, je vous rappelle, est un taux qui est bien au-dessus de ce qui est attendu en vie réelle, qui n'est pas acceptable. Qu'est-ce qu'on a découvert au cours de cette étude? Une progression constante des scores des internes au cours des séances de formation, mais des résultats insuffisants pour l'étape phacoémulsification, qui va nécessiter sans doute plus des séances de formation, une préparation spécifique. Et si l'étudiant va sur la première fois sur le patient, on va certainement pas le mettre dans l'étape phacoémulsification, on va jouer sur les autres étapes. C'est déjà ce qu'on faisait intuitivement, mais c'est très appréciable d'avoir des résultats tangibles scientifiquement. Ça corrèle d'autres résultats scientifiques qui avaient montré que c'était l'étape la plus stressante, la plus difficile pour les étudiants en vraie vie. Nous avons des courbes d'apprentissage qui sont, dont la construction a été validée suivant les recommandations de grands journaux de pédagogie médicale. Ces courbes, elles sont disponibles pour les formateurs pour identifier les apprenants peut-être un peu plus lents qui nécessitent une formation spécifique. C'est disponible pour les apprenants qui peuvent également se rassurer sur le fait que c'est normal que ça mette du temps de maîtriser ces gestes qui sont difficiles. Et ces résultats sont publiés dans une revue internationale de pédagogie médicale. Est-ce que maintenant ces données nous permettent d'aller vers un permis d'opérer? Sans doute. Maintenant, lequel? Ça, le débat est ouvert. Quel type de permis d'opérer il faudrait mettre en place? Comment? Sans alourdir le système, tout en améliorant la sécurité des soins. Le débat est ouvert. Je vous présente très brièvement pour finir cette intervention l'axe 2 qui est en cours, qui s'adresse cette fois à des internes plus âgés qui ont déjà une expérience chirurgicale avec des procédures entières réalisées en vraie vie. C'était le critère d'inclusion. Il réalise 3 évaluations complètes avant privation de sommeil, puis de nouveau après privation de sommeil. Le critère jalon principal de notre étude, ce sera la variation intra-individuelle de ce score. Des critères secondaires recueillis sont la durée, l'odomètre, une fois de plus, les fatigues, c'est avec des échelles subjectives et des tests objectifs, la batterie de tests que Inès fait en bas à droite, des tests d'attention objectifs. On va corréler ça également avec l'expérience chirurgicale en nombre de semestres et en nombre de procédures. Nous avons actuellement 22 suivis complets sur cette étude. On va bientôt, dans l'année qui vient, conclure. En conclusion, pour ce programme pédagogique et de recherche autour du simulateur de chirurgie de la cataracte IC, on peut dire que nous voulons une promotion forte de l'amélioration de la sécurité des soins dans l'enseignement de la chirurgie de la cataracte. On propose une formation rigoureuse qu'on évalue. On optimise le programme d'apprentissage qui va aussi bénéficier à la communauté scientifique. On sensibilise les chirurgiens à l'importance de la qualité de l'hygiène de vie. Les chirurgiens
débutants, mais aussi les chirurgiens seniors. Et on valide scientifiquement la pertinence de ce qu'on fait, et ce qui va devenir réellement indispensable au jour où on va de plus en plus avoir des personnes qui vont vouloir nous vendre des simulateurs très performants, très chers. Il faudra qu'on apprenne à les évaluer, à être sûr, oui, non, est-ce qu'ils sont pertinents, pas pertinents, est-ce qu'on l'achète, combien de temps on utilise, qu'est-ce qu'on en fait, et combien de temps on va y consacrer, parce que c'est très lourd d'aller consacrer beaucoup de temps sur ces simulateurs. Et bien sûr, promotion du travail en équipe multicentrique est une très très grande richesse. Je vous remercie de votre attention et je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce projet. Merci beaucoup. Merci, bravo pour le timing parfaitement respecté à la seconde près. C'est assez incroyable. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Oula, beaucoup de questions. Derrière, il y en a une, peut-être. Bonjour. Alors, moi, je suis pas médecin, mais il se trouve que je participe au développement d'un stimulateur de chirurgie de la cataracte concurrent de celui-ci. Là, vous avez... Le Help Me See peut-être? Ouais, exactement. Je suis de Simo. Et donc, il y a d'autres personnes ici qui le connaissent très bien. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez démontré qu'il y a un effet sur la courbe d'apprentissage des internes, mais est-ce que vous avez aussi testé les compétences d'experts en fait, sur ce simulateur-là, sur les étapes voilà, critiques que vous avez ciblées, voir si eux s'en sortaient mieux, ou si c'est potentiellement un biais du simulateur aussi, possible, sur la représentation de ces étapes-là, parce que c'est effectivement d'autres analyses qu'on peut faire Mm. pour s'assurer ouais, de la fidélité du système. Alors ça c'est vraiment une question très intéressante et je trouve que pour ça le simulateur ici est un cas d'école en fait qui est intéressant pour d'autres simulateurs de cette spécialité parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de simulateurs comme ça pour lesquels on a une trentaine de publications différentes en fait. C'est vraiment la littérature est assez riche sur cet outil et donc il existe, alors celui-là il n'est pas publié, c'est un mémoire d'interne mais dont j'ai eu connaissance d'une autre ville de France où en fait ils ont testé est-ce que alors c'était déjà publié mais ils l'ont redit quelles sont les étapes qui discriminent le mieux les apprenants des seniors. Donc, il existe des étapes qui discriminent mieux que d'autres les apprenants et les seniors. Et ce qui posait problème dans ce mémoire dont je parle, c'est que les seniors qui arrivaient, ils avaient juste 10 minutes de prise en main du simulateur. Et donc, fatalement, ils avaient des pas très bons scores. Ils avaient des scores anormalement moyens, toujours mieux que les apprenants. C'est-à-dire que sans phase préliminaire de prise en main conséquente, ils avaient déjà des meilleurs scores que les apprenants, mais on aurait pu imaginer qu'ils aient des meilleurs scores s'ils avaient aussi pris en main la machine. Enfin, pour répondre plus simplement, oui, il existe des papiers qui disent que la machine discrimine les apprenants des seniors, et sans doute il y a aussi un facteur de prise en main de la machine qui est quand même assez spécifique, où les seniors, il faut leur donner le temps d'appréhender la machine avant vraiment d'évaluer leurs compétences dessus. Ok. Euh, hmm. Bah, voilà, super intéressant, la méthode, etc. Il y a quelque chose, je ne comprends pas très bien. Alors, Hmm. je me permets de Ouais, de demander, là, de clarifier. Ouais. poser une question. Voilà, c'est à propos de la phacoémulsification. Donc, on sait que c'est la partie problématique et vous vous retrouvez avec un problème non résolu, a priori. Je considère, enfin, on considère tel que vous le présentez qu'il est non résolu. On arrive au permis d'opérer. Donc, le permis d'opérer, moi, j'ai l'impression que le programme que vous nous présentez dit, voilà, on arrive là, phacoémulsification problème égale un autre programme et une autre méthode pour arriver ou au moins valider cette partie-là. C'est ce qui se passe, je veux dire, quand on fait de la simulation pour la chirurgie des parties molles, si tu veux, dans laquelle on passe les différentes étapes. Et voilà, il faut qu'on ait le complément et fait certaines Hmm. procédures, enfin des éléments procéduraux, si tu veux, complets pour pouvoir donner voilà, pas chez nous, parce que nous, on veut le mettre, le permis Hmm. d'opérer, mais il est dans d'autres pays en Europe. Alors justement, c'est pour ça que moi je ne réponds pas à la question permis d'opérer, mais j'ai pris le risque de l'évoquer parce que c'est un sujet qui est là en fait, hein, donc on ne peut pas l'éviter comme ça. Pour moi, la phacoémulsification, cette étape, c'est pas un problème non résolu, puisque c'est quelque chose qu'on va faire en fait, on va y retourner en fait, hein. On va retourner évaluer. Parce que la courbe, je l'ai pas sous les yeux, mais ce qu'on voit quand même sur la courbe, c'est que les étudiants, ils montent en score. La courbe de taux de complication, elle est linéaire vers le bas. On imagine que si on amène une 5e, une 6e séance travaillant plus sur cette étape, ils vont finir par maîtriser la machine. C'est toujours la question, c'est est-ce qu'ils arrivent à maîtriser l'exercice de la machine? Est-ce que vraiment, et en vraie vie, ça va le faire? En tout cas, je pense que mon hypothèse qu'il faudrait qu'on vérifie, c'est est-ce que rajouter des séances permet de maîtriser l'exercice de la machine?
Maintenant, après, on sait que la vraie vie est un peu différente, mais dans tous les cas, on doit se donner le maximum de moyens pour qu'ils maîtrisent au moins la machine qui est très fidèle pour envisager d'aller en vraie vie. Et en tout cas, ce que ça nous apprend, ce qu'on savait déjà, mais ce que ça confirme, c'est que quand un interne qui fait la chirurgie de la cataracte ne fait pas de chirurgie complète, il fait des étapes simples, les unes après les autres, et il va petit à petit faire un peu la fin, un peu le début, et c'est une fois à la fin qu'il a bien appréhendé l'intérieur de l'œil, qu'il est bien à l'aise, qu'il va aller à cette étape la plus difficile. Mais on va étudier cette question, hein. Enfin, moi, je pense avoir répondu à la question. On va continuer de savoir est-ce que des étapes supplémentaires vont améliorer leur maîtrise de cette étape pour permettre ensuite de discuter est-ce que cet outil est suffisamment valide pour faire un permis? Moi, je suis assez frileux sur le permis d'opérer. Je pense qu'on ira un jour, mais j'ai peur de l'usine à gaz, en fait. J'ai peur de quelque chose qui soit trop centralisé, qui nous aide pas, en fait, au final. C'est pas vraiment le sens de ma question. Je veux dire, je le disais parce que tu l'as évoqué. Non, mais je pense que Mm, effectivement, je veux dire, comme dans ta présentation, moi, j'aurais bien aimé voir. Et voilà, on a pris un groupe, on est allé mm, plus loin et on a encore, je veux dire, diminué ce. mm, Parce que tu vas te retrouver en péropératoire dans le compagnonnage avec le fait qu'il n'aura pas fait le geste lui-même. Il va le faire, il va le faire une mm, première fois en mm, vrai, après avoir peut-être une courbe, enfin, être dans une situation d'échec. Peut-être qu'il est dans une situation d'échec mm, par rapport à ton programme de formation. mm, Voilà, mm. c'est tout. Moi, je pense que vous allez Bah, continuer. surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les socles, donc on fait un volume de formation. Ensuite, ils ont le droit d'aller au bloc opératoire, on peut dire sans la faco. C'est déjà ce qui se passe. Et après, en fait, au fur et à mesure de leur cursus, ils vont retourner sur le simulateur. Il y a la formation au cours. Et il faudrait, et c'est intéressant, il faudrait réussir à modéliser ça, le fait qu'ils finissent quand même à plafonner sur le simulateur. Ouais. On va le mesurer, c'est certain. Pas d'autres questions? Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.